Bonjour, merci de me retrouver à la Halle Saint-Pierre où vous pouvez voir en ce moment une exposition sur Roger Baleine, l'un des plus grands photographes du XXIe siècle. Allez, c'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. « 30 ans après la chute du mur de Berlin, un photographe et un cartographe sont retournés sur ses traces. Encore beaucoup de mouvements cette semaine sur la planète culture, je vous raconte ça dans un instant. Vous allez voir que la question de l'écologie s'invite aussi sur le marché de l'art et un petit tour parfois un peu pixelisé de l'art sur le web. Pour les 30 ans de la chute du mur de Berlin, Muséum se met aux couleurs de l'Allemagne. À cette occasion, je vous présente Patrick Tourneboeuf, un photographe qui s'est toujours intéressé à cet édifice. Cette année encore, il est retourné sur ses traces, cette fois accompagné d'un cartographe, comme pour mieux l'appréhender. Je me baladais énormément dans ces lieux un peu underground justement où la culture côtoyait un esprit d'abandon, d'urbex. Il n'y avait pas plus fort en 88 physiquement que la frontière entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, sachant que Berlin-Ouest se trouvait en plus dans le territoire de la RDA. 88-89, c'était vraiment la découverte. 2003-2004, c'était déjà quelque chose de beaucoup plus posé. Donc j'y suis allé avec ma chambre, donc l'éloge de la lenteur, à la Pérec, un peu une forme d'inventaire de paysages déchus, dans lequel se trouvaient des stigmates ou des morceaux de mur, ou tout simplement un grand vide. Avril 2019, avec Laurent Gontier, on décide de donner un troisième opus à cette aventure, donc 30 ans après la chute du mur. L'idée a été d'associer la cartographie à la photographie et d'en faire une œuvre. On a fait le cheminement du mur sur 50 km du sud de Berlin au nord de Berlin. On a donc fait un épuisement du territoire. Dans la subjectivité de la cartographie, il y a, si vous regardez comment les cartes sont dessinées, il y a le point central qui est figuré par une croix, qui est l'endroit où la photo a été prise. Et plus vous vous éloignez de ce point, vous êtes dans un cercle qui contient deux types d'informations. Vous avez à la fois une photo aérienne et à la fois le tracé des bâtiments. Quand vous sortez de ce cercle, vous n'avez plus que les bâtiments, vous n'avez plus les photos aériennes. Vous avez des éléments qui disparaissent aussi comme les routes. On dit de la photo, c'est une réalité, ce qu'on voit. Et bien là, d'un coup, elle devient presque une représentation de l'imaginaire. Elle devient quelque part une représentation associée à la carte qui, elle, devient quelque chose de factuel, qui est le document en fait. Je pense que la force de la photographie, c'est de marquer le présent. C'est qu'en fait, on est quelque part dans le commun. Et le commun, c'est ce qui appartient à tout le monde. Et c'est aussi ça, la force de ce travail-là, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Il n'y a pas volonté d'être dans le souvenir. Ces photos sont à retrouver dans l'exposition Berlin Beyond the Wall jusqu'au 21 décembre à la Galerie Folia à Paris. Une île au musée à Berne qui fait polémique, l'ouverture de la collection Pinault encore retardée, embarquée pour un tour du monde de la planète culture. 10 ans de travail plus tard, nous y voilà. La plus grande rétrospective jamais organisée autour de Léonard de Vinci vous attend au Louvre. Au premier jour de l'ouverture, le 24 octobre dernier, quelques 260 000 curieux avaient déjà réservé leur place. Reste à savoir si Léonard de Vinci battra Toutankhamon et son 1 400 000 visiteurs. Les djihadistes les avaient détruits, les voilà de retour. À Mossoul, en Irak, l'ancienne capitale de l'État islamique, 2 copies des Lamassus, les lions ailés à tête d'homme des Mésopotamiens, ont été dévoilées au public. Un beau message d'espoir dans un pays ravagé humainement et culturellement par Daesh. Entre 500 000 et 800 000 euros. Voilà le prix de vente estimé du buste de Paul Philippot de Pontchartrain, ministre d'Henri IV, à qui l'on doit la stabilité du pouvoir après l'assassinat du roi. Un chef-d'œuvre de Francesco Bordoni, conservé pendant 400 ans par les descendants du ministre. La ville de Berne en Suisse veut réunir 7 musées sur un même site. Coût financier 250 millions de francs, l'équivalent de 226 millions d'euros. Le projet, contesté par une partie des habitants, est censé amener 1 million de visiteurs supplémentaires selon ses instigateurs.
Un nouveau musée à Paris pour juin 2020, la Bourse du commerce, repensée par l'architecte star Tadao Ando, devient le musée d'art contemporain des collections Pinault. En revanche, il faudra s'armer de patience, les expositions inaugurales restent pour le moment secrètes. C'était le lieu de vie des derniers tsars de Russie. Le palais Alexandre, situé près de Saint-Pétersbourg, fraîchement rénové, va être rouvert au public l'année prochaine. Il a servi de résidence principale au dernier empereur de Russie, Nicolas II, jusqu'à sa mort lors de la Révolution de 1917. Difficile à mesurer, l'impact du marché de l'art sur l'environnement est pourtant bien réel. Des centaines d'œuvres acheminées depuis l'autre bout du monde, des kilos de plastique, de bois et d'éléments de scénographie jetés à la poubelle exposition après exposition. Mais comme dans tous les autres domaines de la société, une prise de conscience est en train de se faire. Une institution produit en moyenne 3 expositions par an. Et pour attirer davantage de public, mise sur des scénographies toujours plus originales. Scénographies qui finissent toutes à la poubelle. En 2007, la Bibliothèque nationale de France a fait chiffrer son impact environnemental. 16 tonnes de déchets annuels, rien que pour sa programmation. Face aux enjeux éco-responsables, une piste émerge, mutualiser la scénographie des expositions, et cela dès leur conception. C'était la volonté du Petit Palais il y a 2 ans. Souvenez-vous, 3 expositions, Anders Zorn, les Hollandais à Paris et les impressionnistes à Londres. Pour remporter l'appel à candidature, la scénographie devait être pensée de manière réutilisable. Un pari gagné par Maciek Fischer, très impliqué dans ces problématiques. On a répondu à ce concours en proposant un dispositif de simèse modulable. Et ce dispositif a permis vraiment de modifier complètement le découpage des expositions. Donc ça, c'est l'exposition Anders Zorn. Ce sont des simèses qui ont donc été réutilisées pour les 3 expositions. Par contre, l'habillage a été propre à cette exposition-là. Pour les Hollandais à Paris, typiquement, la couleur a changé, l'encadrement des portes a changé et on a créé une verrière qui a été donc récupérée d'ailleurs à la fin de l'exposition. Pour l'exposition Paris-Londres, ici les murs sont les mêmes que pour les autres expositions et il y a un décor aussi sous forme d'arche qui a été créé pour l'introduction de l'exposition. Donc on va dire que 80% des modules scénographiques sont les mêmes que sur les 2 autres expositions. Un vrai challenge qui vaut aussi pour le choix des entreprises avec qui les scénographes collaborent et des matériaux utilisés. Tous sont choisis en fonction de critères écologiques. En tout cas pour Maciek, l'objectif à atteindre est plutôt clair. Adapter la réflexion générale à la fois des musées et des scénographes pour optimiser au maximum finalement la production des éléments et être écolo, quoi. Des expositions éco-responsables existent bel et bien, la preuve avec Né quelque part, la dernière exposition de la Cité de l'économie. Toute la création de Né quelque part, j'ai envie de dire, elle a été faite dans un esprit d'éco-responsabilité et de développement durable, puisqu'on a vraiment choisi de mettre l'humain au cœur du dispositif et donc d'être conscient de chaque choix qu'on allait faire en termes de scénographie. Donc on a choisi, par exemple, sur tous les écrans de l'exposition, de faire appel à Images Vertes, qui sont des gens qui fabriquent des écrans à partir de bouteilles recyclées. On a choisi de faire confiance à Espace et compagnie sur la construction des décors avec des peintures écologiques. Donc à différents moments, c'était des choix qui étaient aussi des choix économiques, mais on a préféré souvent aller dans ce sens de la durabilité qui était cohérent avec le propos qu'on amène dans l'exposition. Donc on essaie d'être le plus possible en cohérence avec les thématiques qu'on aborde. Au-delà de la forme, Né quelque part se veut aussi éco-responsable sur le fond. Dans cette exposition immersive, vous devenez le personnage principal, une jeune mère sans accès à l'eau potable au Nigeria, ou encore un adolescent dans les favelas de Colombie. C'est à toi, mon ami, n'aie pas peur là. Mais attends, n'aie pas peur. Tu peux lui donner la main. Donne-lui la main, tu vas voir, il a peur. Dans l'archipel de Tuamotu, là, ils disent qu'il y aura plus souvent des vagues de 12 à 15 mètres de haut. Et nous, notre îlot, il est à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Alors on fait quoi? Approchez-vous. C'est ce qu'on appelle faire de l'habituation. Ne le regardez pas dans les yeux. Faites exactement les mêmes gestes que moi, mesure de sécurité. Elle nous rappelle sa famille, elle est venue ou pas?
Donc c'est une exposition conçue sur 550 mètres carrés, avec des décors, avec de la lumière, de l'image, du son, qui offre un espace scénographié dans lequel le visiteur va être amené à évoluer au contact de comédiens pour vivre un parcours et développer un projet, puisque c'est essentiellement de ça qu'il s'agit d'en être quelque part, c'est de développer des projets pour remédier à nos difficultés d'accès à nos besoins essentiels. Avec les expositions éco-responsables, chacun devient acteur à son niveau. Institutions, scénographes, entreprises et publics. Un mot d'ordre, inventer de nouvelles circulations durables. Lieu d'expression artistique où tout est permis, ou presque, que se passe-t-il sur Internet? C'est la Minute Web. Elles sont belles, souvent gigantesques, et pourtant, avouons-le, trouver des fresques de street art peut s'avérer être une vraie galère. Un temps révolu avec Street Art Cities. L'application vous géolocalise et vous fait découvrir les plus beaux spécimens autour de vous. Un travail 100% participatif, car vous pouvez vous aussi soumettre des œuvres pendant vos balades. À ce jour, plus de 23 000 fresques ont été recensées à travers le monde. C'est certainement l'une des plus grandes portraitistes de notre époque. Les plus grandes stars sont passées devant son objectif et elle a enfin cédé à la tentation d'Instagram. Sur son profil, Annie Leibovitz a déjà publié quelques pépites, la prix Nobel de la paix Malala, Jennifer Lawrence ou encore Rihanna. Peu de photos, mais déjà plus de 100 000 abonnés. Arthur, c'est le nom de l'application qui veut démocratiser l'accès à la culture. Plus de 10 000 œuvres en haute définition sont recensées dans cette encyclopédie 2.0. Vous pouvez zoomer, vous informer, mais aussi découvrir des images associées. En bref, un bon moyen d'approfondir sa culture artistique et en plus, l'application est 100% française. Annie Abakumova reproduit des œuvres d'art avec du fil et c'est complètement bluffant. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter, alors profitez. C'est le gros succès du box-office de la rentrée, Joker, la vie et l'œuvre du méchant de Batman. Dans une des scènes du film, largement utilisée pendant la promotion, le personnage interprété par Joaquin Phoenix descend en dansant les escaliers de la Shakespeare Avenue dans le Bronx. Ni une ni deux, le hashtag JokerStars est lancé sur Instagram et les touristes du monde entier viennent imiter la scène au grand désarroi des habitants. Art News, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi et à la semaine prochaine pour un nouveau tour du monde de l'art.